Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parlez-vous cinéma, l'émission du Festival international du film d'Amiens. Aujourd'hui, nous recevons Stéphane Gérard, qui est membre du collectif Black Archive. Stéphane, bonjour. Bonjour Juliette. Alors cette année, tu es invité au FIFAM avec Black Archive, donc c'est un collectif qui œuvre pour une meilleure représentation des personnes noires à l'écran. Au FIFAM, vous avez une carte blanche grâce à laquelle vous pouvez présenter deux films. Il s'agit de Chez Jolie Coiffure de Rosine Mbakam et de Air 21, aka Restoring Solidarity de Mohanad Yacoubi. Alors le premier film, pour revenir un peu dessus, pour expliquer à nos téléspectateurs, il porte sur Sabine, qui est une Camerounaise qui a quitté son pays pour la Belgique. Après être passée par le Liban où elle était vraiment quasiment réduite en esclavage, elle arrive à Bruxelles et elle devient coiffeuse dans un mini-salon où elle s'entraide avec d'autres collègues, coiffeuses ou pas d'ailleurs, face à la clandestinité. De son côté, donc l'autre film, Air 21 aka Restoring Solidarity, est composé d'archives des années 70 de films militants palestiniens. Ma première question, c'est pourquoi vous avez choisi avec ton collectif ces deux films pour le FIFAM ? Alors c'était une invitation venue de la part de la directrice Marie-France suite à nos programmations précédentes. Peut-être revenir un peu aux origines de Black Archive qui vont un peu cadrer nos choix et nos décisions. On est donc un collectif informel qui s'est créé à partir d'une coopérative de distribution qui s'appelle le collectif Jeune Cinéma, qui existe depuis 1971. Et du coup, en 2021, à l'occasion des 50 ans de sa création, cette coopérative invitait tous les coopérateurs. Donc, pour rappel, une coopérative de cinéma, le principe, c'est que c'est des cinéastes qui s'organisent entre eux pour assurer la distribution eux-mêmes de leurs films. Et donc là, il y avait une invitation à tous les coopérateurs, coopératrices d'organiser des événements en France et au-delà pour célébrer les 50 ans. Et à l'époque, Maxime et moi, on avait commencé à échanger récemment. On s'était rencontrés par une série de hasards. Et Maxime, qui vivait à Bruxelles, a eu l'opportunité d'organiser une programmation. Et donc, il m'a proposé de travailler à partir peut-être du catalogue et de cinéastes, d'autres cinéastes afrodescendants qui auraient produit des films. Et en fait, dans nos recherches, très vite, on s'est rendu compte qu'il n'y en avait pas ou peu. Parmi les rares qu'on avait identifiés, il y avait Eden Tinto Collins qui nous a rejoints. Et donc, on a pensé ensemble une invitation à Eden à nous rejoindre, une programmation de films où, à défaut de présenter du coup les films de cinéastes afrodescendants qui feraient partie de ce catalogue, on allait questionner leur absence et surtout notre besoin à nous en tant que cinéastes de travailler les images pour explorer l'héritage d'images qu'on avait, qu'on identifiait évidemment comme souvent le cinéma le porte, etc., comme un héritage aussi colonial. Une représentation des corps noirs dans l'espace français et occidental en général, chargée de stéréotypes, participant à la construction justement d'une culture coloniale, négrophobe, etc. Et donc une exploration du cinéma expérimental comme un outil pour repenser ces images, s'en saisir, créer de nouveaux imaginaires. Et donc on a invité toute une série de cinéastes contemporains, mais il y avait aussi dans la première édition, et d'ailleurs jusqu'à la précédente qu'on a fait, des films par des cinéastes noirs, occidentaux ou pas, qui proposaient justement ces nouvelles représentations. Et l'idée, c'était d'avoir aussi des temps d'échange où on parlait de nos propres questionnements dans notre pratique de cinéaste et on la confrontait aux cinéastes qu'on invitait. Et donc, quand Marie-France nous a invités à faire cette programmation, on a continué en fait ces conversations qui sont en fait constantes et qui prennent forme au moment de programmation. Et en fait, on avait invité dans notre dernière édition au Beurskoberg à Bruxelles. Donc, j'ai oublié de dire du coup que la quatrième membre, Sophia Dati, est programmatrice au Beurskoberg. Et donc c'est dans son accueil des événements à Bruxelles en lien avec la Cinémathèque royale de Belgique qu'on a collaboré en tout cas sur la programmation et qu'elle nous a rejoint aussi. Et donc dans le dernier événement, on avait invité Rosine à discuter avec d'autres femmes cinéastes qui étaient invitées. Pour moi, ça a été l'occasion de la découverte de ces films. Il me semble que pour Eden aussi. Et donc, on a eu vraiment le désir d'avoir l'occasion de l'inviter, de mieux travailler
autour de sa démarche de cinéaste. Et donc, quand la programmation du FIFAM s'est présentée, c'est arrivé comme une évidence. Voilà. Donc Rosine Bakam, qui d'ailleurs était donc invitée au FIFAM cette année pour une table ronde, une présentation de Mambar Pirette, son dernier film, et de Chez Jolie Coiffure. Alors dans Chez Jolie Coiffure, tout se passe dans un salon de à peu près 8 mètres carrés en plein Bruxelles. Tout est filmé de manière très brute. J'ai bien aimé aussi le côté instantané. On a l'impression d'être à l'instant T en fait en immersion avec Sabine. Je me demandais qu'est-ce qui t'a marqué toi dans ce film? Hmm. C'est pas une question simple parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses dans le film qui sont pour moi importantes. Alors, moi, j'aime bien aussi être surpris. J'aime bien que tu décrives le film comme une forme, tu as dit brute, il me semble, enfin voilà, qui est en apparence assez humble et assez simple. C'est-à-dire que le dispositif, on voit très clairement un lieu unique, un nombre limité de personnages, un format d'entretien, ce qu'on pourrait quasiment qualifier d'enregistrement du réel, comme s'il y avait une absence de mise en scène. Et puis en fait, c'est très élaboré. Et moi, par exemple, c'est typiquement une sorte de choix esthétique que je trouve passionnant, d'essayer de penser dans l'économie de moyens, et qui est parfois choisi, mais malheureusement souvent subi, en particulier pour des cinéastes qui appartiennent aux minorités, que ce soit voilà, Rosine Mbakam, donc une réalisatrice camerounaise, noire, qui est une femme aussi, et dont on sait que structurellement il y a des difficultés parfois. Alors elle le présente très bien sur ses choix de penser l'économie de son cinéma, mais on sait aussi que c'est difficile de produire ces films, donc parfois c'est aussi une adaptation, mais je pense que là il y a aussi la construction d'une relation avec les personnes qu'elle filme, là en l'occurrence Sabine. Et donc, moi, j'aime beaucoup partir de moyens très très simples, d'un dispositif technique très simple, et avoir des variations esthétiques derrière qui sont autant de créations sur des choses qui ont l'air d'être des détails, mais qui en fait sont des choix très forts. Et là, en l'occurrence, c'est évidemment le déploiement de la relation qu'elle crée avec Sabine. C'est se saisir de tous les détails que font exister le lieu en lui-même. Et pour moi, un des éléments essentiels, c'est que donc ce salon est dans une galerie, qu'il y a une grande vitrine, et que par cette vitrine, il y a un rapport à l'extérieur-intérieur, et qu'en fait, elle en est tout à fait consciente, que donc Rosine Bakam en est consciente, mais que Sabine elle-même en est consciente, qu'il y a une analyse de ce rapport-là qui est exprimée, mais qui est aussi complètement saisie par la mise en scène, l'intérieur, l'extérieur, et par le montage. Et donc, voilà, ce que je trouve passionnant dans sa démarche, c'est qu'il y a une grande intelligence du travail documentaire qui s'exprime, et qui aussi se pense depuis son regard camerounais, donc venant d'un pays qui a vécu la colonisation, qui est dans un certain encore aujourd'hui sous une certaine domination de l'imaginaire, et donc qui est un espace pour elle pour exprimer une réinvention, une sorte de résistance par un autre imaginaire qui serait affranchi de cette pensée coloniale. Voilà. Je trouve que c'est super intéressant ce que tu dis sur l'intérieur et l'extérieur, parce que moi, il y a vraiment une scène, je pense que tu vois laquelle, qui m'a vraiment marquée, que j'ai trouvée hyper violente dans Chez Jolie Coiffure. C'est ce moment où il y a plusieurs fois d'ailleurs des touristes ou des groupes scolaires qui passent devant le salon de coiffure, qui s'arrêtent pour regarder comme on regarde à travers un aquarium ou un zoo. Et justement, Sabine, elle leur dit, alors je sais pas la citation exacte, mais elle leur dit arrêtez de nous regarder, nous on paye pour aller dans vos zoos, les blancs. J'ai trouvé cette scène d'une violence assez inouïe. Et je ne sais pas ce que tu penses, toi, qu'est-ce qu'elle signifie, cette scène? Et qu'est-ce que tu en penses? Bah, pour moi, en tout cas, cette scène-là, et de toute façon, le rapport à la galerie, donc à l'extérieur, il se construit en deux temps. Il y a ces touristes-là qui se promènent là comme on va au zoo, etc., et donc qui viennent en écho aux exhibitions coloniales, à un héritage de penser tout ce qui n'est pas l'Empire, l'Occident, comme l'altérité, quelque chose d'exotique dont on vient se saisir comme d'un spectacle, comme d'un divertissement, comme d'une étrangeté, comme voilà, donc le zoo, le cirque, etc.
Et en contrepoint de ça, on a évidemment l'arrivée de la police qui vient contrôler les personnes qui travaillent dans ces commerces et qui sont pour la plupart en situation irrégulière. Et donc là, on a toute la dimension sécuritaire, surveillance, de contrôle des corps des individus par des systèmes de frontières et de territoire. Et donc ces deux points-là, qui seraient un peu un rapport exhibition et surveillance, sont des nœuds de la structure coloniale. Enfin, on est vraiment sur opérer une autorité qui nous permet à la fois de contrôler les corps et en même temps de jouir de leur spectacle. Donc, typiquement, par exemple, sur les corps noirs, ça va être à la fois contrôler les cheveux, les coiffures, etc. Et puis derrière, apprécier les formes, pour le corps des femmes en particulier, et qui du coup est aussi en jeu dans le film, mais qui s'exprime autrement parce que dans des discussions entre femmes noires et de leur intimité. Donc je trouve que justement le film s'inscrit dans ce contexte tout en proposant, construisant une alternative de résistance qui est leur quotidien, en fait, de ne pas se laisser aller à accepter cet état des choses. Je propose du coup, pour qu'on s'en rende compte, qu'on regarde tout de suite la bande-annonce de Chez Jolie Coiffure de Rosine Bacam. Tu as commencé à Grèce ou quoi? Chez toi. On dit qu'on attaque les gens là-bas, c'est quoi? On attaque les gens à 2 personnes. C'est Blandine. Même quand il passait, je l'entendais comment il parlait. J'ai mon ami qui est là-bas où il travaille. On attaque. Comment tu qu'on attaque un garçon chez Blandine? Il est en haut, il peut plus. Ils sont montés. Oui, ils sont montés. Et ils sont partis avec lui. Il est où maintenant? Il est au centre quand même. Non, 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 pardon, ne dis pas ça. Johnny, Mbeke et Bevana. C'est mauvais, toujours. Bon, on est là. On va le laisser. On va laisser comment? S'il a un dossier en cours, mais s'il n'a rien, tu parles de quoi là? C'est invisible. Ne donne pas. Ce qui est intéressant aussi dans Jolie Coiffure, c'est qu'on entend l'histoire de Sabine. J'aime bien parce qu'elle raconte son parcours, mais Rosine, elle ne cherche pas non plus à montrer des images de son passé. Est-ce que tu penses que c'est plus important pour elle, pour le spectateur aussi, de montrer le présent ? Oui, je pense que... Alors là, je peux difficilement parler à sa place, peut-être le plus simple. Donc on a eu la chance de l'avoir hier pour une rencontre, donc je peux essayer de reformuler ce que j'ai retenu des explications qu'elle en donnait, mais elle, son désir de faire le film venait d'un malaise en passant dans ces espaces, de ne pas rentrer dans ces commerces, de ne pas connaître ces personnes, et donc d'une volonté de franchir cette limite. Mais donc, je pense qu'il y avait cet état de se reconnaître dans ces femmes, de vouloir créer une relation. Et donc le film travaille vraiment sur leur rapport à elles. Pour moi, par exemple, ce qui est très fort, c'est qu'il y a des échanges directs entre elles sur la façon dont on fait le film, sur leur place, une complicité qui apparaît, Rosine Bacam qui apparaît dans les reflets des miroirs du salon, et donc du coup le film travaille sur ça.
Et si on fait rentrer d'autres éléments du passé, de l'histoire, le Cameroun, qui est du coup un autre pays qui est à des milliers de kilomètres, etc., ça passe nécessairement par leur relation. C'est-à-dire que c'est par la parole, c'est dans l'échange. Et d'ailleurs, sur le récit que tu mentionnes, la particularité du film, c'est que la première fois que Sabine le raconte, elle le raconte en parlant de quelqu'un d'autre. Et donc Rosine expliquait hier pendant la rencontre que en fait c'est une condition que Sabine a elle-même posée pour pouvoir raconter cette histoire, c'était de la raconter à la troisième personne pour s'en détacher. Et ça c'est le début de leur relation quand elles sont encore inconnues. Et il faudra les 1 an de tournage et de rencontres continues pour que la confiance, la complicité se crée. Et donc ça c'est une vraie démarche documentaire. Tu vois, si on revient sur ce que je disais au départ, de penser avec des moyens limités, s'inscrire dans la durée. Elle en a beaucoup parlé aussi dans le cadre de la table ronde à laquelle elle a participé hier matin. Et donc de prendre le temps de s'inscrire dans la durée, c'est aussi permettre à la relation de se développer. Et le film documente ce présent-là parce que c'est ça qui l'intéresse et que dans ce présent surgissent, et aussi par le travail du montage, je pense qu'il ne faut pas ignorer, mais surgissent tous ces aspects. Le parcours de Sabine, le rapport entre la Belgique et le Cameroun, les éléments coloniaux dont je parlais tout à l'heure. Je trouve ça intéressant ce que tu dis aussi parce qu'on a vraiment l'impression chez Jolie Coiffure que le film il se fait un peu sous nos yeux. Par exemple, les toutes premières scènes, vraiment, Rosine elle est complètement à l'extérieur et puis il y a Sabine qui lui dit non mais reviens, viens te mettre à l'abri parce que y a les gendarmes qui sont là. Donc j'aime bien cette idée de film qui se fait en même temps, enfin qui nous raconte quelque chose et qui se fait sous nos yeux. C'est un peu la même chose. Tu parlais de montage aussi. C'est un peu du coup ça nous emmène vers le deuxième film où il s'agit d'images d'archives et donc où le montage a une importance cruciale puisqu'il n'y a pas de scène filmée en direct. Je voulais savoir, donc, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu R21, aka Restoring Solidarity, qui est donc le deuxième film que tu as choisi avec ton collectif pour le FIFAM? Oui, alors du coup, on fait un travail collectif, mais qui, en effet, chacune apporte ses contributions. Donc là, je tiens à rendre le crédit de la proposition de Maxime Jean-Baptiste pour ce film, qui a côtoyé, rencontré, qui a découvert le film, puis côtoyé Mohamed Yacoubi récemment dans des contextes justement de solidarité avec la Palestine. Et qui nous a proposé ce film qu'on a ensuite vu et collectivement choisi de programmer. Mais voilà, je pense que c'est important aussi de retracer ces filiations. R21, donc c'est un travail de recherche d'archives qui se présente donc au réalisateur Mohamed Yacoubi lors d'un voyage au Japon, où on lui parle de l'existence d'une collection chez des militants japonais de documents, y compris de films, à propos de la lutte de libération des Palestiniens, précisément autour de l'Organisation de libération pour la Palestine, l'OLP, qui avait collecté un ensemble de films qui avaient été envoyés, conservés au Japon, qui étaient montrés là-bas et qui ont été conservés dans ce lieu. Et donc, Mohanad récupère ces images et en fait la numérisation. Et donc, le film s'est documenté à la fois, retrouver, avoir accès à cette archive, la préserver et en faire la diffusion. Et donc, le film met en scène tout ça et puis nous présente les images d'une façon assez sobre en fait, parce que tu parles de montage et c'est vrai il y a toute une pratique du montage d'archives dans le documentaire qui nous a habitués aux manipulations les plus extravagantes, jusqu'à recoloriser des archives en noir et blanc, resonoriser des archives muettes, etc. Et là, je pense que la pratique de Mohanad, elle est vraiment dans quelque chose de très épuré, voilà, pour pas donner une mauvaise impression sur le film. Donc il y a en effet un travail de montage, de sélection, d'extrait et d'organisation des archives, et en même temps on envoie pour chacune des archives présentées des blocs assez longs, non modifiés et justement livrés comme des documents.
Et même si le film montre des archives des années 70, je trouvais que le film était assez ancré dans tout ce qui était les luttes contemporaines, notamment avec notre actualité. Justement, est-ce que tu trouves que ce film résonne avec l'actualité? Alors ça, on en vient plutôt à notre intention de programmation. C'est-à-dire que quand on a commencé à travailler à la programmation avec Marie-France pour le festival, on n'avait pas prévu cette séance. On a écrit un texte d'introduction qu'on a lu avant la séance hier soir, où on expliquait que voilà, le 7 octobre, donc le jour de l'attaque du Hamas, c'était le dernier jour de la deuxième séance de Black Archive à Bruxelles. Et on présentait un film de Ngozi Onwurah, une réalisatrice afro-britannique, qui s'appelle Welcome to the Terror Dome, et qui raconte la continuité entre la traite négrière et la création d'une sorte de ghetto futuriste où les populations noires dans un Occident dystopiques vivent dans un ghetto complètement emmuré et font l'objet constant d'humiliation, de contrôle, de violence et se révoltent par la violence. Suite à la violence de trop, une mère qui perd son enfant passe aux armes et donc provoque justement une réaction violente. Et donc on a projeté ce film le soir des événements du 7 octobre et donc il y a eu une espèce d'écho assez inévitable entre notre perspective, donc quand même le sous-titre de Black Archive, c'est vers une approche décoloniale du cinéma expérimental, donc notre préoccupation, et moi j'aime même assez parler de certitude décoloniale, depuis nos expériences afrodescendantes et nos relations à la colonisation africaine, sud-américaine de l'Empire français et cette situation palestinienne face à la place de l'État d'Israël. Et donc progressivement, autour de la proposition de ce film, on a élaboré ce qui nous semblait être une séance entière organisée autour de ce long métrage, mais qui en fait portait plus. Il y avait 2 autres courts métrages et une série de lectures de poèmes par l'auteur Karim Katan. Et donc on a pensé cette séance comme un moyen de recréer, de réétudier la notion de solidarité transnationale, de penser la colonisation et son imaginaire, mais depuis cette situation palestinienne, donc en laissant un espace aux œuvres d'artistes et cinéastes palestiniennes qui spécifiquement retravaillent cette question de l'imaginaire, qui du coup occupe notre travail sur la question des corps noirs, mais qui évidemment existe en particulier pour ces personnes qui sont déplacées, qui ont dû quitter leur pays, un pays qui n'existe plus à plusieurs niveaux, et donc qui doivent constamment se reposer la question de la distance, de la réalité du monde de l'avenir dans lequel on se projette, du rapport à cette histoire. Et donc les 3 films travaillaient cette perspective-là, et je pense que travailler l'imaginaire est précisément la spécificité de l'artiste dans des périodes qui semblent difficiles à se représenter ou à représenter, tellement l'actualité parfois peut être débordante, ce qui ne veut pas dire qu'on ne sait pas comment agir, mais que du coup l'apport à cet endroit-là est parfois apporte une distance qui remet aussi de l'ordre dans les urgences et les priorités. Et je pense que c'est ce qu'on a essayé de proposer avec cette séance. Bah écoute, merci Stéphane d'être venu nous parler de Black Archive et de la programmation que vous avez fait tous ensemble pour le FIFAM. Merci, notre émission touche déjà à sa fin. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Parlez-vous cinéma sur l'ensemble des réseaux sociaux du FIFAM, notamment YouTube et Facebook. À la prochaine.